L'été 1858 commence différemment pour Eleanor Ashford. Sa plantation de coton près de Savannah tourne à plein régime, mais elle manque de main-d'œuvre qualifiée. Ses champs s'étendent sur 300 acres et la récolte s'annonce exceptionnelle. Le problème, son contremaître principal vient de mourir d'une fièvre. Et aucun de ses esclaves ne possède les compétences nécessaires pour le remplacer. C'est lors d'un thé chez Margaret Whitmore qu'elle trouve la solution. Les deux femmes se connaissent depuis l'enfance. Leurs familles appartiennent à l'aristocratie géorgienne depuis 3 générations. Margaret possède une plantation plus modeste à une quinzaine de miles, mais elle est réputée pour la qualité de sa gestion. « J'ai exactement ce qu'il te faut », dit Margaret en sirotant son thé glacé. « Jonas, il supervise mes champs depuis 7 ans. C'est le meilleur que j'ai jamais eu. Il sait lire, écrire, calculer. Mon père l'a formé personnellement avant sa mort. Eleanor connaît Jonas de réputation, un homme de 32 ans, robuste, intelligent, respecté même par les Blancs du comté pour son efficacité. Certains propriétaires ont déjà tenté de l'acheter à Margaret, qui a toujours refusé. « Tu me le vendrais ?» demande Eleanor, sachant d'avance la réponse. « Non, mais je peux te le prêter pour l'été, disons juin, juillet, août. Tu me payes $50 par mois et il revient chez moi en septembre pour ma propre récolte. » L'arrangement semble parfait. Les deux femmes signent un contrat simple, rédigé sur une feuille que Margaret glisse dans son secrétaire. Rien d'officiel, juste un accord entre amis. Jonas sera transféré à la plantation Ashford le 1er juin. Jonas arrive avec ses maigres possessions dans un sac de toile. Eleanor le reçoit dans le bureau de son défunt mari, une pièce sombre tapissée de livres de comptes. Elle l'observe attentivement. L'homme se tient droit, le regard franc mais respectueux. Il ne baisse pas les yeux comme les autres esclaves. « Madame Whitmore m'a expliqué la situation », dit-il d'une voix posée. « Je connais le travail. Vos champs seront gérés correctement. » Eleanor hoche la tête. « Tu logeras dans la cabane près de la grange. Je te veux au champ des Laubes. Tu superviseras 20 hommes. Ils doivent produire, Jonas. Sinon, tu sais ce qui arrive. »« Oui, madame. » Les premières semaines dépassent toutes les espérances. Jonas réorganise les équipes, modifie les rotations, répare les outils défectueux. La production augmente de 30%. Les autres esclaves le respectent sans le craindre. Il ne crie jamais, n'use jamais de violence, mais obtient des résultats. Eleanor commence à passer plus de temps au champ. Elle prétexte vérifier le travail, mais en réalité, elle observe Jonas. Sa manière de parler aux hommes, de résoudre les problèmes, de gérer les crises. Un dimanche, elle le voit lire la Bible à un groupe d'esclaves sous un chêne. Sa voix porte loin, claire et mélodieuse. Fin juin, elle l'invite dans son bureau pour discuter des semailles d'automne. Ils parlent pendant 2 heures. Jonas connaît les sols, les cycles, les techniques modernes. Il a des idées novatrices. Eleanor se surprend à rire à une de ses remarques sur les méthodes archaïques de son voisin, le vieux Patterson. C'est ce soir-là que tout bascule. Juillet apporte une chaleur étouffante. Les nuits sont insupportables. Eleanor ne dort plus. Elle reste des heures à sa fenêtre, regardant la cabane de Jonas, une lanterne allumée jusqu'à tard. Il lit, toujours. Elle se demande quel livre occupe ses pensées. Un soir d'orage, elle descend. La pluie martèle le toit de la cabane. Elle frappe. Jonas ouvre, surpris, se recule immédiatement en baissant les yeux. « Madame, il y a un problème ?»« Non. J'ai vu la lumière. Je voulais m'assurer que la toiture tenait. Le mensonge est transparent. Ils le savent tous les deux. » Jonas ne dit rien, attend. Eleanor entre. La cabane est spartiate mais propre. Des livres empilés dans un coin. Une Bible ouverte sur une caisse qui sert de table. « Tu lis quoi ?»« L'Ecclésiaste, madame. » Elle s'approche, regarde les pages. « Lise-moi quelque chose. »« Vie !» Jonas hésite, puis lit d'une voix basse. « J'ai appliqué mon sort à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. » Le silence qui suit est lourd. La pluie continue de tomber.
Eleanor sent son cœur battre dans sa poitrine. Elle sait qu'elle devrait partir. Elle reste. Jonas, Madame, vous devriez retourner à la maison. Je sais. Mais elle ne bouge pas. Jonas ferme les yeux. Quand il les rouvre, il y a quelque chose de différent dans son regard. Une résignation, une compréhension terrible. S'il vous plaît, madame, ne faites pas ça. Eleanor sent les larmes lui monter aux yeux. Je ne peux pas m'en empêcher. Vous le pouvez, vous le devez. Vous savez ce qui m'arrivera si quelqu'un l'apprend. Personne ne saura. Ils savent toujours. Mais Eleanor ne l'écoute plus. Elle franchit la distance qui les sépare. Jonas recule jusqu'au mur. Il ne peut plus fuir. Quand elle pose sa main sur son torse, il ferme les yeux et laisse échapper un soupir de défaite. Ce qui se passe cette nuit-là scelle leur destin à tous les deux. Les semaines suivantes s'écoulent dans une tension permanente. Le jour, ils maintiennent les apparences. Jonas travaille, Eleanor supervise. Aucun regard qui dure trop longtemps, aucun mot de trop. Mais la nuit, Eleanor descend, pas tous les soirs, mais assez souvent pour que le risque devienne insoutenable. Jonas essaye de raisonner avec elle. Madame Eleanor, c'est de la folie. Si les domestiques voient quelque chose, si un des esclaves parle, ils ne diront rien. Ils ont trop peur de moi. Ce n'est pas de vous qu'ils ont peur. C'est de ce qui arrivera à toute la plantation si ça se sait. Les blancs du comté brûleront vos champs et me pendront à un arbre. Vous perdrez tout. Alors nous serons prudents. Mais Jonas sait que la prudence ne suffit pas. Il connaît l'histoire. Il a entendu les récits d'esclaves lynchés pour bien moins que ça. Un regard mal interprété, une remarque déplacée, un blanc jaloux qui invente des accusations. Le Sud ne pardonne pas ce genre de transgression. Il pense à s'enfuir, partir vers le nord, rejoindre les routes clandestines que certains esclaves empruntent. Mais Eleanor devine ses pensées. Si tu pars, j'envoie les chasseurs d'esclaves. Ils te ramèneront. Et je dirai que tu m'as agressé. La menace est claire. Jonas comprend qu'il est piégé. Elle l'aime à sa manière tordue, possessive. Mais cette affection est aussi dangereuse qu'une corde autour de son cou. « Pourquoi moi ?» demande-t-il un soir, la voix brisée. « Pourquoi faire ça ?» Eleanor le regarde longuement. « Parce que tu es la seule personne qui me parle comme à un être humain, pas comme à une comtesse, pas comme à une veuve riche. Tu me vois vraiment. Je vous vois comme ma propriétaire. Je n'ai pas le choix de vous voir autrement. Tu mens. Je le sais. Tu ressens quelque chose. » Jonas détourne le regard. La vérité est compliquée. Oui, il ressent quelque chose. Comment pourrait-il ne pas ressentir quelque chose pour une femme qui lit les mêmes livres que lui, qui comprend ses références, qui discute de philosophie avec lui comme aucun blanc ne l'a jamais fait? Mais ce sentiment est empoisonné dès sa naissance. Il naît dans l'inégalité, grandit dans le danger, et ne peut mener qu'à la catastrophe. Mi-août, Margaret Whitmore arrive à l'improviste. Eleanor la voit descendre de sa calèche et sent son sang se glacer. Elle n'a pas pensé à Margaret depuis des semaines. Son amie, sa meilleure amie, celle qui lui a prêté Jonas en toute confiance. Eleanor, je passais dans le coin et je me suis dit que je viendrais voir comment se porte mon meilleur contremaître. Elles prennent le thé sur la véranda. Margaret parle de sa plantation, de la sécheresse qui menace ses cultures, des ragots du comté. Eleanor répond machinalement, le cœur battant. « Et Jonas, il te donne satisfaction ?» ?»« Oui, parfaitement. La production n'a jamais été aussi bonne. » »« Je le savais. C'est un trésor, cet homme. Mon père disait qu'on ne trouve un esclave comme lui qu'une fois par génération. » Margaret observe les champs au loin. Jonas est visible, supervisant le travail d'un groupe près de la rivière. « Tu sais, j'ai reçu une offre pour lui la semaine dernière. Thomas Berkeley m'a proposé 2000 $. J'ai refusé, évidemment. Jonas fait partie de la famille. » Eleanor sent sa gorge se serrer. 2000, c'est énorme. Il vaut plus que ça. Mais l'argent n'est pas tout. Jonas est spécial. Tu comprends? Le regard que Margaret pose sur Eleanor est pénétrant.
Yaté, il a un soupçon dans ses yeux, une suspicion. Eleanor ne peut pas en être sûre. Je comprends parfaitement. Margaret reste pour le dîner. Eleanor fait monter les meilleurs plats, sort son argenterie. Elle parle comme avant, rit des mêmes choses. Mais Eleanor ne peut s'empêcher de surveiller chaque mot, chaque geste. Quand Margaret mentionne qu'elle est impatiente de récupérer Jonas début septembre, Eleanor sent quelque chose se briser en elle. Déjà, l'été passe si vite. Notre accord était clair, ma chère. 3 mois. Tu ne voudrais pas me priver de mon meilleur homme pour ma propre récolte, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mais dans sa tête, Eleanor commence à élaborer un plan. Le soir du départ de Margaret, Eleanor convoque Jonas. Elle ferme les portes du bureau, tire les rideaux. « Je veux t'acheter. » Jonas la regarde, incrédule. « Madame Whitmore ne vendra jamais. Vous le savez. Moi. Alors je ne te rendrai pas. C'est du vol. Elle viendra avec le shérif. Et je dirai quoi? Que tu t'es enfui, que tu as volé de l'argent et disparu. Qui croira-t-elle, elle? Moi ou un esclave fugitif? » Jonas recule, secoue la tête. « Non. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Margaret est votre amie. Je l'étais. Avant toi. Vous êtes folle. Vous détruisez tout. Votre réputation, votre amitié, ma vie. Ta vie m'appartient déjà. Tu es une propriété, Jonas. Un objet qu'on achète, qu'on vend, qu'on prête. La seule différence, c'est que maintenant, je veux que cet objet reste avec moi. La cruauté des mots frappe Jonas comme une gifle. Il voit enfin Eleanor pour ce qu'elle est vraiment. Pas l'amante passionnée qui murmure des mots doux dans l'obscurité, mais la comtesse blanche qui considère les esclaves comme du bétail. L'amour qu'elle prétend ressentir n'est qu'une forme perverse de possession. « Vous ne m'aimez pas, dit-il lentement. Vous m'aimez comme on aime un cheval de race, quelque chose de beau qu'on veut garder pour soi. » Eleanor gifle Jonas. Le bruit résonne dans le bureau. Elle tremble de rage. « Comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait pour toi. » « Quoi avez-vous fait pour moi? M'utiliser, me piéger, me transformer en adultère qui trahit la confiance de sa maîtresse légitime. » Paranjazan ne paliser en disant toi David, me tuela letrino. Me transformer ni le la tentête. Me transformer en adultère qui trahit la confiance de sa maîtresse légitime. Je t'ai donné de l'affection. Vous m'avez donné une corde pour me pendre. Chaque nuit que je passe avec vous me rapproche de la mort. Et vous le savez, et vous vous en fichez. Eleanor s'effondre dans son fauteuil. Les larmes coulent sur ses joues. Je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas. Alors vous me tuez. C'est ce que vous faites. Septembre arrive. Margaret envoie un message annonçant qu'elle viendra chercher Jonas le 3. Eleanor ne répond pas. Elle passe ses journées enfermée dans son bureau, boit du whisky, ne mange presque plus. Jonas la regarde se détruire et ne ressent rien. Plus de pitié, plus de colère. Juste une résignation froide. Le 2 septembre au soir, Eleanor descend à sa cabane une dernière fois. « Demain, tu diras à Margaret que tu veux rester ici, que je te traite mieux. »« Non. »« Jonas, je t'en supplie. »« Non. »« Je retourne chez Madame Whitmore, c'est fini. » Eleanor sort un pistolet de sa poche. Jonas le fixe sans surprise. « Tu vas me tuer maintenant, devant tout le monde. »« Je vais dire que tu as essayé de t'enfuir, que tu m'as menacé, que j'ai dû te défendre. Allez-y alors. Tirez. Finissez ce que vous avez commencé. » Eleanor pointe l'arme, la main tremblante. Jonas ne bouge pas. Il attend. Pendant un long moment, seul le chant des cigales brise le silence. Puis Eleanor baisse le pistolet et s'enfuit en courant vers la maison. Margaret arrive à 10 heures du matin. Elle descend de sa calèche, souriante, portant un panier de confiture maison. « Eleanor, j'ai tellement hâte de récupérer mon Jonas. Il m'a tellement manqué. » Eleanor la reçoit sur la véranda, le visage pâle, les traits tirés. « Margaret, il y a eu un problème. »« Quel problème ? » Jonas a disparu. Le sourire de Margaret s'évanouit.
Comment ça, disparu? Il est parti il y a 3 jours. Il a volé 100 $ dans mon coffre et s'est enfui vers le nord. C'est impossible. Jonas ne ferait jamais ça. Jamais. J'ai envoyé des chasseurs à sa poursuite, mais... Margaret gifle Eleanor. Le choc laisse les deux femmes pétrifiées. Tu mens. Je ne sais pas pourquoi, mais tu mens. Margaret, où est-il? Qu'as-tu fait de lui? Je te jure, il s'est enfui. Demande aux autres esclaves, ils te le confirmeront. Margaret se tourne vers le groupe d'esclaves qui travaillent près de la maison. Vous, venez ici, traître. 3 hommes s'approchent, terrifiés. Margaret les interroge un par un. Leurs récits sont identiques. Jonas est parti la nuit du 31 août. Personne ne l'a vu depuis. Ils ont trouvé sa cabane vide le lendemain matin. Margaret sait qu'ils mentent. Elle le voit dans leurs yeux. Mais ils ont trop peur d'Eleanor pour dire la vérité. Je vais chercher le shérif, dit-elle froidement. On va retrouver Jonas. Et quand on le retrouvera, tu vas me dire ce qui s'est vraiment passé. Le shérif Harrison arrive le lendemain avec 2 adjoints. C'est un homme de 50 ans, bedonnant, qui connaît Eleanor depuis l'enfance. Il interroge tout le monde, les esclaves, les domestiques blancs, les voisins. Personne n'a vu Jonas partir. Personne ne sait rien. C'est étrange, dit-il à Eleanor. Un homme comme Jonas, intelligent, précieux, il avait une bonne vie ici. Pourquoi fuir? Je ne sais pas, shérif. Peut-être qu'il voulait être libre. Peut-être. Mais voler 100 $, ça ne lui ressemble pas. Madame Whitmore dit qu'il était honnête comme pas deux. Les gens changent. Le shérif hoche la tête, pas convaincu. Il fouille la cabane de Jonas, trouve ses livres, sa Bible. Rien qui indique une fuite préparée. Pas de provisions manquantes, pas de vêtements emportés. Juste un homme qui s'est volatilisé. On va diffuser son signalement, dit-il finalement. S'il est sur les routes du Nord, on le rattrapera. Ces fugitifs ne vont jamais bien loin. Mais les semaines passent sans nouvelles. Pas de Jonas dans les auberges, pas de Jonas dans les villes du Nord, pas de Jonas nulle part. C'est comme s'il avait disparu de la surface de la terre. Margaret refuse de parler à Eleanor. Elle vient une fois par semaine au shérif, demande des nouvelles. Rien. Elle engage des détectives privés. Ils ne trouvent rien non plus. Jonas est devenu un fantôme. Un matin de novembre, un des esclaves d'Eleanor tombe malade. Il délire de fièvre, parle sans arrêt. Les domestiques essaient de le calmer, mais il crie. Encore et encore, enterré. Il est enterré près du chêne. Ne le dites pas, elle va tous nous tuer. Une servante blanche entend. Elle court prévenir le shérif. Harrison arrive avec 10 hommes. Ils creusent près du vieux chêne, à la limite et de la plantation. À 3 pieds de profondeur, ils trouvent un corps. Jonas. Une balle dans la nuque. Eleanor est dans son bureau quand le shérif entre. Elle ne lève même pas les yeux. C'était quoi, Eleanor? Un accident? Il t'a menacé? Non. Bon. Alors quoi? Pourquoi tuer un homme qui valait 2000 $? Eleanor sourit, un sourire terrible, vide. Parce qu'il voulait partir, et que je ne pouvais pas le laisser faire. Le shérif recule, horrifié. Mon Dieu, qu'est-ce que tu es devenu? Ce que j'ai toujours été, Harrison. Une femme qui prend ce qu'elle veut. L'affaire fait scandale dans tout le comté. Une comtesse qui tue l'esclave de sa meilleure amie? C'est du jamais vu. Le procès attire des centaines de curieux. Les journaux de Savannah envoient des reportés. Le procureur est dépassé. Techniquement, tuer un esclave n'est pas un meurtre. C'est destruction de propriété. Mais Jonas ne lui appartenait pas. C'était la propriété de Margaret. Le procureur décide donc de poursuivre Eleanor pour vol et destruction de biens d'autrui. Margaret témoigne, le visage de marbre. Jonas était comme un frère pour moi. Mon père l'avait formé, lui avait appris à lire, à penser. C'était un homme bon. Et elle l'a tué comme un chien. Pourquoi, selon vous? Demande le procureur. Parce qu'elle ne supportait pas qu'il m'appartienne. Elle voulait tout posséder, tout contrôler. Et quand elle a compris qu'elle ne pourrait jamais vraiment le posséder, elle a préféré le détruire. L'avocat d'Eleanor plaide la folie temporaire.
Sa cliente a perdu son mari 2 ans plus tôt. Elle était fragile, instable. Jonas l'avait menacée, elle avait paniqué. Mais les esclaves témoignent. Sous serment, ils racontent les visites nocturnes, les portes fermées, les conversations secrètes. Ils ne disent pas tout, mais assez pour que le jury comprenne. Le verdict tombe après 3 jours de délibération. Coupable, Eleanor est condamnée à rembourser Margaret 2000 $ pour la perte de Jonas, plus 1000 $ de dommages. Elle perd également sa plantation, saisie pour payer les frais. Mais elle ne va pas en prison. On n'emprisonne pas les comtesses blanches dans le sud de 1858. Eleanor quitte le comté 6 mois après le procès. Elle part vivre chez une cousine en Caroline du Nord, brisée, ruinée. Personne ne l'accueille, personne ne lui parle. Son nom est devenu synonyme de scandale. Margaret ne se remet jamais de la perte de Jonas. Elle vend sa plantation l'année suivante et déménage à Charleston. Elle ne se marie jamais, ne refait jamais confiance à personne. Les esclaves de la plantation Ashford sont vendus aux enchères. Ils se dispersent dans tout le sud. Certains finissent dans des plantations de coton en Alabama, d'autres dans des champs de tabac en Virginie. Ils emportent avec eux l'histoire de Jonas, l'esclave qui savait lire, qui parlait comme un blanc et qui est mort pour ça. Dans les cabanes, tard le soir, il raconte son histoire aux enfants, pas comme une mise en garde, pas comme une leçon. Juste comme un rappel que même les meilleurs d'entre eux ne sont jamais en sécurité, que la gentillesse d'un maître peut se transformer en violence en un instant, que l'affection d'une maîtresse peut être plus dangereuse qu'une chaîne. Des années plus tard, après la guerre, après l'émancipation, d'anciens esclaves de la plantation Ashford se retrouvent. Ils sont libres maintenant, ont fondé des familles, construit des vies nouvelles. Mais ils n'oublient pas, un vieil homme, qui avait 15 ans quand Jonas est mort, raconte l'histoire à ses petits-enfants. Jonas était différent des autres. Il croyait qu'un homme, même esclave, pouvait garder sa dignité. Il se trompait, bien sûr. Le système ne permettait pas ça. Mais il a essayé quand même. Et la comtesse demande un enfant. Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment? Le vieil homme réfléchit longtemps. Elle voulait posséder quelque chose qu'on ne peut pas posséder. L'âme d'un homme, son respect, son amour librement donné. Mais comment obtenir quelque chose librement quand on tient des chaînes dans ses mains? Il n'y a pas de réponse, juste le silence et le poids de l'histoire. On trouve la tombe de Jonas en 1923, quand des ouvriers défrichent le terrain pour construire une route. Les restes sont identifiés grâce à un médaillon que Margaret lui avait offert, gravé avec son nom. Une historienne locale, fascinée par l'affaire, retrouve les archives du procès. Elle publie un article dans un journal de Savannah. L'histoire fait brièvement sensation, puis retombe dans l'oubli. La tombe de Jonas est déplacée dans un cimetière pour anciens esclaves. Margaret Whitmore, morte en 1889, est enterrée à quelques miles de là. Eleanor Ashford est enterrée en Caroline du Nord, dans une tombe anonyme, sans nom, sans date. 3 vies détruites par un été, 3 destins brisés par l'orgueil, la possession et l'impossibilité de voir l'autre comme un égal. L'histoire de Jonas et Eleanor n'est pas unique. Elle s'est répétée des centaines, des milliers de fois dans le sud d'avant-guerre, des maîtresses qui s'attachaient à leurs esclaves, des esclaves piégés entre l'obéissance et la survie, des amitiés trahies, des vies détruites. Le sud de 1858 était un monde où l'affection ne changeait rien au système. Où aimer un esclave ne le rendait pas moins esclave, où la tendresse d'une maîtresse pouvait être aussi létale qu'un fouet de contremaître. Jonas le savait. Il l'avait dit à Eleanor cette nuit d'orage. « Vous me donnez une corde pour me pendre. » Il avait raison. L'affection d'Eleanor était une corde, serrée chaque jour un peu plus autour de son cou, jusqu'à ce qu'elle l'étrangle complètement. Et quand le corps de Jonas a été découvert, enterré sous ce chêne, le shérif a dit quelque chose que personne n'a oublié. C'est ça le problème avec l'esclavage. Ça corrompt tout, même l'amour. Margaret a acquiescé en silence. Elle avait perdu un ami. Eleanor avait perdu son âme. Et Jonas avait perdu la seule chose qui comptait vraiment, sa vie. L'histoire se termine là,
dans cette terre rouge de Géorgie, sous un chêne qui a vu trop de choses, une histoire de possession qui se termine en possession définitive. Un corps dans la terre, possédé par la mort, libre enfin de toutes les chaînes sauf celle-ci, la dernière, la seule inévitable. 70 ans plus tard, quand on a déplacé la tombe, on a trouvé quelque chose d'étrange. Les racines du chêne avaient envahi le cercueil, enroulées autour des ossements comme pour les protéger. Ou pour les retenir. Personne ne pouvait dire. L'arbre a été abattu pour laisser place à la route. Les racines arrachées, les ossements déplacés. Même dans la mort, Jonas n'a pas trouvé la paix, mais son histoire survit. Dans les archives poussiéreuses, dans les récits transmis de génération en génération, dans la mémoire collective d'un peuple qui refuse d'oublier. Parce qu'oublier Jonas, c'est oublier tous les autres, tous ceux qui ont vécu et sont morts dans l'ombre d'un système qui les considérait comme des objets. Eleanor voulait posséder Jonas. Elle l'a possédé finalement. 6 pieds sous terre pour l'éternité. C'est ça la victoire de l'orgueil, un cadavre, une amitié détruite, une vie gâchée, et Margaret, qui avait prêté Jonas en toute confiance. Elle a appris la leçon la plus dure, dans un monde où les gens sont des propriétés, la confiance est une illusion. On ne prête pas ce qu'on aime, parce que ceux qui empruntent ne rendent pas toujours ce qu'ils ont pris. Le 3 septembre 1858, Jonas aurait dû rentrer chez lui. Au lieu de ça, il est allé dans un endroit d'où personne ne revient jamais. Pas à cause de la violence ordinaire de l'esclavage, pas à cause d'une punition ou d'un accident. Il est mort parce qu'une femme blanche l'aimait. Et dans le sud de 1858, cet amour-là était plus dangereux qu'une balle.